Bonjour, monsieur l'abbé Coton. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut raconter quand on parle de l'abbé Coton? Moi, j'étais un gamin ici à Frélange. Oui. Hein? Je suis né ici à Frélange. J'ai fait ma primaire et tout ça à Frélange, puis chez le Maris Larlot, puis l'humanité à Bure, avant d'entrer au séminaire, quoi. Et quelle idée d'aller au séminaire? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la prêtrise plutôt qu'autre chose? Plutôt que le journalisme ou les reportages dans les pays? À cause de la formation qu'on a reçue, par les frères là-bas. C'est grâce au frère Mariste, je crois, uniquement. Aux gens de journalisme, je ne pense pas de ces histoires pareilles. Ceux que j'aurais pensé plutôt être menuisier, parce que le grand-père avait été menuisier. Quand on était retourné, l'évêque nous envoyait, comme nous étions de la région ici, patoisante, luxembourgeoise, qu'on parlait luxembourgeois, qu'on avait encore appris l'allemand, parce que à cette époque-là, beaucoup de gens se convertissaient encore en allemand, etc. Et c'est pour ça qu'on nous laissait, en général, nous autres, ici, dans notre région. Presque tous ceux qui étaient avec moi au séminaire, qui étaient dans la région, sont revenus dans la région ici. À cause de la langue, je crois. Oui. Oui, ici, dans votre première partie de carrière, les gens parlaient encore beaucoup luxembourgeois également. Ah oui, vous voyez, dans toutes les églises de la région, ici, vous voyez, les chemins de croix, tout est encore en allemand. Oui. Est-ce que vous avez prêché en allemand? Non, jamais. Mais non, on ne prêchait plus en allemand. Je me souviens, pendant la guerre, l'ancien curé ici, même pas, souvent il prêchait en allemand et en français, les deux. Mais ça a disparu carrément avec la guerre. Oui. Mais votre langue maternelle, c'était le luxembourgeois? Le luxembourgeois, oui. Et donc vous le pratiquez encore de temps en temps aujourd'hui? Oh ben oui, avec les gens d'ici. Ce n'est pas ce qu'on parle, mais ça disparaît très fort, vous savez, d'ici dans le village. Comme je connais les gens, il y a peut-être encore, allez, peut-être une quarantaine de personnes sur les 800 à connaître le luxembourgeois. Oui. Et vous dites que c'est votre grand-père qui était menuisier, c'est ça? Oui. Et votre papa, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait à l'usine de rodage. À l'usine? À l'usine de rodage, et mon frère aussi. Oui. Et la maman était à la maison? À la maison, oui. Vous aviez des frères et sœurs? Un frère qui a travaillé à rodage, puis. C'est ça. Il a 3 ans de moins que moi, il vit toujours ici au village, quoi. Ah, donc il y a encore 2 cotons ici à Frélange? Ici, oui. Et alors, vous m'avez dit, vous êtes finalement le doyen, le vrai doyen ici dans la région du secteur des... Oui, le doyen d'âge, c'est tout. À la fois le doyen des prêtres et le doyen du village. Oui, le patriarche, si vous voulez, oui. Et oui, donc ça veut dire aussi la mémoire de cette région. Oui, ça, la mémoire vivante, quoi. Et comment avez-vous vu évoluer un village comme Frélange? Vous l'avez vu évoluer au travers des années. Alors le Frélange, évidemment, des années 30-40, ce n'est pas le Frélange de 2020. Non, je me souviens quand j'étais gamin, ici, il y avait une voiture ici au village et un téléphone. Et c'était justement en face de chez nous, là au-dessus, au café, juste en face. Il n'y avait qu'un téléphone, une voiture, le tenancier du café avait une voiture. Vous voyez comment ça change quand même. Ben, il y a quand même 63 ans de ça. Et on communiquait quand même. Oh, ben, communiquer, oui. Comment? Dans le village, ça se parlait, ça se rencontrait? Bien sûr, beaucoup plus que maintenant. Quand je fais le tour du village, je vois. Et, je vous dis, il y a peut-être encore. Allez, je ne sais pas s'il y a 40 maisons encore où les gens parlent encore luxembourgeois. Sur les 800 habitants. Ça a fort disparu, ça. Oui, mais enfin. Oui, mais à cause du Grand-Duché, beaucoup de gens qui sont venus de l'intérieur du pays, de Liège, de Bruxelles, de Charleroi, s'établir ici et qui vont travailler au Grand-Duché. Et toutes les fermes d'ici ont été
transformé en appartement. Et alors, quand vous faites vos études pour devenir prêtre, quand vous allez au séminaire, Oui. vous allez où au séminaire? Donc à Bastogne. Bastogne, hein? À cette époque-là, il y avait, à Bastogne, il y avait les humanités et la philosophie. Parce qu'ici, dans la région d'Arlon, il n'y avait pas d'humanité gréco-latine. Donc il fallait aller à Bastogne ou bien à Virton, au collège de Saint-Joseph à Virton. Je suis allé à Bure. Et puis, après la philosophie, on allait au séminaire à Namur. Oui. Et puis après l'ordination, c'est en quelle année? En 58. Avec la première messe ici à Frélange? Ici à Frélange, oui. Quel souvenir vous avez de ce jour-là? Oh, qu'est-ce que vous voulez? Toute la jeunesse s'était rassemblée, ils avaient tout même. À ce moment, c'était un événement, ils avaient tout préparé depuis le haut de village jusqu'à l'église, il y avait des sapins avec des guirlandes tout le long, etc. Vous préparez ça, les gens se retrouvaient déjà souvent dans l'ancienne école pour faire des guirlandes en papier, etc. Oui. Et votre maman était fière? Alors, on a dit oui. Une dame très chrétienne qui faisait très bien son ménage, etc. Que je voulais que je dise d'autre, là. Autoritaire, peut-être plus que mon père. Oui. Mais il était plus souvent absent, le papa. Ben, parce qu'il allait travailler. Et puis, le mai 40, il était parti en France. Il y avait un type ici qui avait un camion qui avait chargé les gens du village qui voulaient partir. Et il avait chargé tout le camion avec des gens pour partir en France. Parce qu'on se souvenait de la guerre de 14 où les Allemands avaient brûlé 39 maisons ici dans le village. Oui. 39 maisons. Et puis il y a eu tous les massacres de Rossignol, etc. Les Allemands avaient tué beaucoup de monde à la guerre de 14. Et les gens se souvenaient de ça parce que c'était encore assez proche quand même. D'où l'exode qui a eu lieu... Oui, vers la France. Oui. Le mai 40, oui. Oui, alors, mon père était parti, le mec était seul avec ma mère, quoi. Oui. Et alors, où est-ce que vous avez été affecté dès que vous avez été ordonné? À Messancy. À Messancy. Oui. Alors, comment commence l'aventure? Oh ben, je suis arrivé à Messancy, là, avec le vieux chanoine de Poiré, qui allait prendre sa retraite l'année suivante. Alors j'ai commencé à monter un patron d'abord. On a lancé un patron, on a commencé à faire les cadres, etc. Et l'année suivante, il y a eu un autre doyen, c'était la Véris qui est devenu cardinal. Oui. Et j'ai eu Ries pendant 9 ans, et puis j'ai eu Schweich. Donc pendant que j'étais à Messancy, j'ai eu 3 doyens. Poiré, Ries et Schweich. Pour avoir un mouvement de jeunesse, pour s'occuper de la jeunesse, parce qu'il n'y avait pas de mouvement de jeunesse, c'était rien du tout là-bas. Il n'y avait rien? Non. Il y avait un club de football qui existait là-bas, mais ça c'était un truc des adultes, c'était tout. Mais pour les jeunes, il n'y avait rien. C'est comme ça, évidemment, on était habitués comme ça, former un peu au séminaire, s'occuper de la jeunesse, etc. De monter un patron. Oui, et avec le patron, j'ai fondé au sein du patron différentes activités. Hein, on a commencé par, pour animer un petit peu, un groupe de flûte. Il y avait la maître Comont qui était Bastogne, qui venait de nous donner des cours de flûte aux jeunes. Oui. Alors, avec ça, ça ne suffisait pas. On a commencé une clique, une musique de jeunes, avec un tambour, trompette, clairon, etc. Si bien que j'ai racheté les instruments de différentes cliques qui arrêtaient. Il y avait une clique chez les maristes à Arlon, chez les maristes à Attu. J'ai racheté tous leurs instruments de là-bas. On a augmenté et finalement, on a été jusqu'à 80 là-dedans. Avec la musique, la clique, etc. Bon, on a fondé des majorettes encore pour accompagner la clique. On avait beaucoup de succès, puis qu'on a été invité au
au festival de Annecy, en Savoie, et au festival de Loche, en Touraine. Mais derrière cette création de ces idées-là, bon, le prêtre que vous êtes, qu'est-ce que vous aviez derrière la tête en lançant ces mouvements-là? Ben, m'occuper de la jeunesse, c'est tout. Elle était oisive. Je vois encore maintenant, mes anciens dirigeants pas trop, je les connais encore, ils me connaissent encore toujours. Et je suis maintenant, puis je suis ici, entré au Kiwanis. Il y en a 3 qui sont venus au Kiwanis aussi, à Arlon. Oui. Et que j'avais comme dirigeant de patron à cette époque-là. Et qui sont pensionnés. Ils étaient pensionnés avant moi. Moi, j'ai été pensionné l'année dernière, 88 ans. Pensionné. Avant, il n'y avait pas de mouvement de jeunesse, il y avait rien. Je ne sais pas comment ça se débrouillait avant. Parce que celui qui était là avant moi, il était handicapé. Il ne savait pas s'occuper de ça. Et après Messancy, vous êtes allé où? À Stockholm. Oui, j'ai eu la chance de dire à Stockholm. Mais j'étais à Messancy déjà depuis combien? Oh, 14 ans. Un jour, Monseigneur Musti me voit et il dit il serait quand même presque temps que tu deviennes curé. Moi, je dis, je fais bien à Messancy, je me plais très bien. Mais je connais toute la population, encore maintenant. Je connais encore très bien la population de Messancy. Oui, mais je ne peux pas rester toujours vicaire quand même. Mais, alors, il dit, j'ai 2 places pour toi, si tu veux. Je te dirai oui tout de suite. La première, c'est économe, animateur culturel au Collège Saint-André à Kigali, au Rwanda. Je dis non, je n'accepte pas ça. Parce que c'était pour remplacer quelqu'un de ma classe qui était là-bas, l'abbé Bouillon de AB, et quand il est parti, il m'avait dit, Monseigneur Musti est venu près de l'avion et il m'a dit, en tout cas, retiens, ceci, les années que tu passeras là-bas ne comptent pas pour ta pension. Bon, alors je n'ai pas voulu accepter. Mais une deuxième place ce serait l'aumônerie militaire. Parce que pour l'aumônerie militaire, il faut connaître le flamand. Et tu ne peux pas dire que tu parles flamand, j'ai eu comme élève qui m'a dit. Ah, je dis non, ça ne va pas. Et puis voilà que Monseigneur Martin, doyen d'Arlon, est nommé évêque. Le doyen de Stockholm, le curé de Stockholm, la même Wampak est nommé doyen à Arlon. Et puis on m'a envoyé à Stockholm. C'est comme ça que je viens. Et ça m'arrangeait très bien, parce que ma belle-sœur venait de mourir ici à Frélange. Il y avait trois petits-enfants. C'est ma mère qui s'occupait des enfants. Elle nous a élevés, mais encore élevé les enfants de mon frère, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Stockholm, je n'ai plus de Frélange. Et pour ici, venir à Frélange, c'est encore une coïncidence comme ça, c'est la Providence qui arrange tout ça, je ne sais pas. Un jour, l'abbé Lola, qui était curé ici, est parti, il a pris la retraite, et le vicaire général me demande si je ne voulais pas faire Frélange et As avec Stockholm. Je dis, j'avais 65 ans, je dis les autres de mon âge prennent leur pension et moi, je devrais prendre des villages encore en plus. Je dis, si je peux faire Frélange et As, je suis d'accord, mais il faudrait quelqu'un d'autre à Stockholm. Mais il y en avait un Congolais qui venait d'arriver, qui cherchait une place, André Tamouzi, et ils ont mis André Tamouzi à Stockholm alors. Et moi, je suis venu ici. C'est comme ça que je suis revenu dans mon village. C'est encore une chance heureuse que je suis ici, parce que le presbytère ici appartient à la fabrique d'église. Il est construit sur le terrain de la fabrique, sans pas à la commune. Donc je peux rester encore tranquillement ici. Je suis gâté par le Seigneur. Coïncidence comme ça. Le retour aux sources. Comme ça s'est arrangé, oui. Donc vous en avez retrouvé que vous aviez connu dans votre jeunesse qui sont ici encore. Il y a encore celui-là qui vit. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui, oui. Mais il y avait un grand ami qui habitait ici en face, qui est mort, Jean Bruyère, c'est lui qui a monté la première chorale
pour mes prémices, quoi. Mais on sent dans votre témoignage, et vous allez probablement encore en partager d'autres, mais que vous aviez cette volonté d'animer vos paroissiens, c'est-à-dire cette volonté... C'est presque venu de fil en aiguille, quoi. Oui. Avec, il y a eu bien sûr plusieurs animations, mais vous avez recommencé à Stockholm également. Vous avez créé des animations aussi autour de l'église. Ah oui, il y avait la salle et... la fameuse salle. La salle qui existait avant moi, c'est la BA5 qui avait fondé ça. J'avais pas trop aussi, là, à Stockholm, quand même. Mais puis, on allait faire des travaux dans la salle. On l'a transformée parce que c'était une ancienne salle de cinéma. Et bon, et il y avait une gymnastique. Alors pour la gymnastique, pour faire salle de gymnastique, etc., et il fallait faire des transformations. Mais alors on a fait des travaux dans la salle. Mais on avait près de 2 millions. Il fallait rembourser ça. Pour trouver l'argent, pour rembourser le prêt, il fallait des activités. Alors j'ai organisé beaucoup d'activités dans la salle, des expositions et toutes sortes d'expositions de peinture, de sculpture. Il y en avait un qui était venu donner des cours de musique à Stockholm. Avec celui-là aussi, on a organisé des activités musicales, des concerts, etc. Il venait de Montmédy, en France. Il y avait un peintre, qui donnait des cours de peinture. J'étais en contact avec beaucoup de gens du monde de la culture, que ce soit de la musique ou de la peinture, etc. Tout ça. Et dans votre activité pastorale, qu'est-ce qui vous passionnait le plus finalement en tant que prêtre? C'était les catéchismes, c'était les préparations des enfants aux communions, ou c'était les homélies, ou c'était les rencontres personnelles, les préparations de mariage, baptême? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans votre action de prêtre? C'était beaucoup plus des contacts personnels avec les gens, oui. C'était surtout ça. Oui. Vous aviez le contact facile? Enfin, peut-être, oui, je ne sais pas. Mais, sans doute. Oui. Et alors, bien sûr, vous êtes connu dans la région pour ce qu'on appelle la fameuse agence de voyage Abbé Coton. Oui. C'est venu comment, cette affaire-là? Ça, avec le premier voyage qu'on a fait à Jérusalem, par l'agence ICTAB de Bruxelles, c'était des pères orthophonistes et j'avais fait mes humanités chez des orthophonistes. ICTAB veut dire itinéraire chrétien, terre, air, mer. Alors, j'avais été à Jérusalem avec un groupe de gens qui avaient demandé ça. Il n'y avait pas trop de vacances familiales, puis ça a commencé les grands voyages. Jérusalem. Et puis le père qui nous avait accompagnés à ce moment-là, il y avait toujours un père accompagnateur. Après, il a dit à l'agence ICTAB, moi je n'avais pas besoin d'accompagner. Il se débrouillait mieux avec les gens comme moi. Et depuis l'année suivante, je suis allé à Rome, je crois, ou je pense que c'était à Rome. Je suis allé seul. Je n'avais plus d'accompagnateur de GITAB. C'est moi qui faisais l'accompagnateur. Je formais les groupes, j'ai commencé à trouver des gens par ici, à former des groupes pour partir avec eux. Oui. Alors, il y avait des trucs. L'Indonésie ou des histoires pareilles. Je disais au père, c'était un père qui dirigeait là-bas, le père Théouez, il est mort il y a 2 ans maintenant. Mais comment tu es seul maître devant Dieu qui me disait, oui, partir avec des groupes comme ça. Donc ça, l'Indonésie du côté. Et je n'ai jamais eu de difficulté avec eux de ce côté-là. Une fois, j'ai dû rapatrier une personne du Sri Lanka. Oui. Mais autrement, je n'avais eu de difficulté comme ça. Mais vous étiez un avant-gardiste, alors vous avez ouvert les frontières avant les autres. Oh. Vous avez fait sortir les Arlonnais, les gens de la région d'Arlon, pour aller découvrir le monde. Ah ça, il y en avait beaucoup, oui. Je vous dis, le premier grand voyage qu'on a fait à l'Égypte, c'est toujours avec comment, quelques jours, 2 jours au Caire, et puis on faisait un concert sur le Nil. Le grand voyage qu'on avait fait, là j'ai dû prendre des amis avec,
pour faire 3 groupes au moins là-bas. Ou 3 groupes de 50, quoi. Oui. Donc ça a été une grande partie de votre vie, ça, les voyages. Oui. Ben pendant 42 ans. Oui. Et Pendant 42 ans, et puis j'ai fait plus d'1 million de kilomètres en avion avec ça. Et beaucoup d'albums, beaucoup de photos? Oui, j'ai des 200. Vous voyez tout ici, il y en a encore autant de l'autre côté. Mais oui, j'étais encore en plus de ça, j'étais mordu par la photo aussi. Hein, ça, c'était encore de mes sorties. Que j'ai commencé la photo là-bas. Aussi par le patron, etc., que j'ai commencé à faire des photos déjà dans les camps, etc. Ça a évolué. Je suis allé plusieurs fois à la photo Kina à Cologne, à l'exposition mondiale de la photo. Oui. Oui, donc tout ce qui était dans la communication, ça vous plaisait? Ah, oui. Alors, je vous ai demandé de nous parler d'un fait marquant, une histoire marquante. Vous m'avez parlé d'un Notre Père, mais un spécial. Racontez-nous ça. Oui. Un jour, on était à Jérusalem, le guide Élie, qui m'accompagnait parfois, assez souvent, il me dit, mais le père Aloïs, qui serait là qui parle les gens ici? Mais je dis, c'est du luxembourgeois, c'est quoi ça? Mais c'est un dialecte allemand, je dis. Ah, ben je comprends rien. Mais à l'Éléonard, au Mont des Oliviers, il y a une église, un couvent, où il y a Notre Père en 150 langues, en céramique aussi grande que la porte, là. Et alors, on était là au-dessus. Mais Élie me dit, je ne dois pas l'entrer, Notre Père en luxembourgeois. Qu'est-ce que j'attends pour le mettre? Ah ben oui, je dis, c'est une idée. Alors quand on est revenu, je voulais, pour le mettre, luxembourgeois, c'est la langue du Luxembourg et pas d'ici. Même si ici on parle luxembourgeois. Mais, parce qu'ici, il y avait un groupe qu'on appelle l'Arlandersproch qui voulait que ça mette là-dedans. Je dis non, c'est la langue du Grand-Duché. J'ai dû aller à l'évêché à Luxembourg pour avoir Notre Père en luxembourgeois. Mais ça n'existait pas. Il priait en allemand ou en français, mais pas en luxembourgeois. Alors on était à l'évêché pour faire Notre Père en luxembourgeois. Alors là aussi, les uns disaient Onze Papa Himmel et d'autres disaient Eise Pap. Le vicaire général a dit non. Onze Pap, c'est Luxembourgville, ce sont des réminiscences des Hollandais, ça. Mais dans le pays, c'est Eise Pap. Ils ont composé le Notre Père en luxembourgeois. Là. Oui, là. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire le plaisir de nous le lire en luxembourgeois? Oh. Ah oui, je peux. Eise Papa Himmel. De naam heeft geheiligd. De reis zal komen. De wil zal geschehen. We hebben hem zo op de recht. Geef es hout, es deze brood. Verdraaiers on schuld. Wie meer denen verzeihen, die aan eiser schuld zijn. Veer es net aan verzoeking, maar mag es vrij van wezen. Amen. Amen. Amen, voilà. Ça s'arrête la même chose. Merci. S'il vous plaît. Et nous sommes allés pour l'inauguration. Et un groupe de Belges ici et des Luxembourgeois avec le vicaire général de Luxembourg, Monseigneur Schulz, est venu avec nous là-bas pour l'inauguration. Et il se trouve toujours au Mont des Oliviers, à l'église, à l'entrée de la chapelle de l'Éléonard. Il y a un autre père là, vous le trouvez en 150 langues. Et vous êtes un petit peu responsable du fait qu'il y ait Notre Père en luxembourgeois également à Jérusalem, alors? Ben oui. Moi, je suis quand même le seul à avoir fait des histoires comme ça avec des voyages et compagnie. Oui. Vous dites que vous consacrez beaucoup de votre temps maintenant à
à regarder les actualités à la télévision. Ben, Qu'est-ce que vous faites d'autre encore de vos journées aujourd'hui? C'est aussi... le matin, je vais à la cuisine, je lis le journal, j'ai des revues, je suis amené à différentes revues, Le Perrin, La Vie, etc. Le matin, je vais à la cuisine, je lis. L'après-midi, je suis ici, devant la télévision, la lecture et la prière. Et une sieste. Après le dîner, je fais une sieste, depuis j'ai la télévision et... Mais voilà déjà des bons moyens d'évasion, la télévision et la prière. Oui. Vous êtes un confiné qui se déconfine naturellement. Oui. Et alors ce regard justement sur le monde d'aujourd'hui, puisque vous vous intéressez, vous cultivez, moi, je me demande vous tenez au courant. Les paroisses par ici, c'était plus la même chose qu'auparavant. Il faut être convaincu pour faire encore baptiser les enfants ou pas. J'en dis tout pas, je crois. Il faut faire le catéchisme, etc. Je ne sais pas, je ne vois pas. Il doit bouger, oui. Allez, il y a pour les catéchismes, pour tous ces trucs-là. Il faut s'organiser autrement, ça c'est évident. Mais ce n'est plus de ma période, ça. Évidemment, j'ai une photo là-bas. Quand Monseigneur Matel est devenu évêque, j'avais pris, l'histoire des voyages, j'avais organisé un quart pour tous les prêtres du doyenné pour aller dire ensemble bonjour à notre nouvel évêque. Ben, il y avait un curé dans chaque paroisse. Maintenant, avec le système ici, c'est bon, moi je suis encore ici sur place, mais le doyen, Pasteur Roger, il est maintenant curé, ici c'est lui qui est curé. Ici, Stockholm, Inge, François Bonnet, Kirch, etc. Et Saint-Martin. Mais comment s'en sortir à ce moment-là? Il n'y a plus personne sur place. Il y a moins de prêtres qu'avant. Ah oui, c'est plus la même chose. Comment ces gens vont s'y retrouver? On m'a dit dimanche dernier à Stockholm, il y en avait 2 à la messe. Et c'est plus gros patelin, il y a plus de 1000 habitants là-bas. Et pourtant, on peut s'empêcher d'avoir de l'optimisme quand on est chrétien. Ben oui. Mais ici, en Europe, Belgique, France, etc., en grande diminution quand même, les prêtres. Mais quand vous voyez ailleurs, regardez au Congo, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on les envoie ici. Je prends par exemple le Vietnam. Quand j'ai fait le Vietnam, le guide dit, il y avait une église Saint-Martin là. Oh, je dis, c'est comme Arlon, l'église Saint-Martin. Je dis, vous avez beaucoup de monde ici, vous avez beaucoup de monde à l'église ici. Oh, je dis, oui, le dimanche, je dois dire 3 messes pour mettre tout le monde à l'église. Et tellement qu'il y a du monde. Et les vocations. Oh, ben oui, on ne peut pas accepter tout le monde, c'est réglementé par le régime communiste. Il y en a 400 qui sont présentés, mais c'est très limité. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui viennent par ici. Donc la pastorale devient internationale, évidemment, maintenant. C'est international, oui. Ici, en Europe, c'est en diminution. Mais dans d'autres pays, comme, vous voyez, ce pays d'Extrême-Orient, le Vietnam, etc., c'est en augmentation. Donc vous voulez dire par là qu'il faut réinventer un peu notre pastorale, réinventer un petit peu nos paroisses? Parce que comme ce l'est ou comme c'était, ce n'est plus possible. Justement, et comme il n'y a plus de curé dans les différentes paroisses, que ce sera beaucoup plus difficile encore pour atteindre les gens. Vous étiez curé ici sur Stockholm et puis ensuite sur Frélange. Est-ce qu'il y avait une collaboration avec d'autres prêtres pour faire des projets un peu plus larges? D'autres paroisses, où chacun travaillait sur sa paroisse? Chacun travaillait sur sa paroisse. Mais moi, j'ai aidé beaucoup ici. À Viville, où j'allais aider. Et puis, j'ai remplacé l'abbé Noël, Willy Noël à Fouge, avant qu'il arrive là-bas. Avec Willy, j'avais beaucoup de contact, mais quand je prends ici, dans le doyenné, il n'y a plus que Willy Noël et Paul qui sont encore des prêtres d'ici. Et votre regard sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux? Ben oui, je n'y connais rien. Non. Alors. Il y a cette dernière question qu'un certain Bernard Pivot aimait bien poser à la fin de ses interviews.
Alors, il disait souvent à son invité, si Dieu existe, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire parce que je suis persuadé que vous croyez en l'existence de Dieu. Si Dieu existait, dit-il, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise en arrivant là-haut? Bien, on s'accepte un vieux. Oui. J'espère qu'on pourra dire on est content de toi, tu as bien fait ton boulot ou quoi, je n'en sais rien. C'est pas moi qui juge. J'ai une grande confiance, je suis là. Je prie beaucoup. Oui. Bon, je vous dis, le matin, c'est à la cuisine que je suis, avec le journal, les revues, l'après-midi, je suis ici. La télévision, la lecture, la télévision et la prière. Et la sieste, c'est tout. Et quelle est votre prière préférée? Oh, je n'ai aucune prière. L'autre Père, je vous salue Marie. Ces deux prières-là, quoi. Notre pape François, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je suis en admiration devant lui. Je me disais, si tu fais abattre la main, je serai directement un saint de plus. C'était risqué pour parler là-bas. Et il y en a beaucoup qui lui déconseillaient, mais il a voulu y aller, il avait raison. Il faut travailler sur la périphérie, qui dit toujours. Ben oui, la périphérie. C'est quelqu'un qui est un homme de dialogue. Hein. Ah oui, oui, formidable. Voilà, je suis en admiration devant lui. Oui. Oui. Moi, Jean-Paul II, je l'aimais beaucoup aussi. Eh bien, grand merci. Mais de rien.